The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Donc, bienvenue ce matin au webinaire sur les batteries Surette. Merci pour avoir répondu à l'appel et pour votre présence ce matin. Prenez le temps d'écrire vos questions dans l'endroit prévu à cet effet. Nous allons y répondre à la fin de la présentation. Euh, donc, je veux remercier Pascal pour prendre le temps ce matin avec nous pour nous présenter les avantages et bénéfices des batteries au plomb et AGM. Pascal, merci et je te laisse la parole. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, c'est ça. Prenez vos questions, puis on pourra essayer de bien y répondre à la fin du séminaire en français. Donc, c'est ça, une petite présentation de qui, moi, Pascal Ferron, je suis. Je suis un ingénieur professionnel certifié au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Je demeure au Nouveau-Brunswick et je travaille en Nouvelle-Écosse. Je suis gérant d'usine depuis 2014 chez Surette, mais je suis chez Surette Batterie depuis 2006. Je m'occupe de l'ingénierie, le design, la recherche-développement, des ressources humaines. J'aimerais mentionner que l'usine est syndiquée. De la santé-sécurité, incluant la sécurité aux frontières, CityPath, et l'amélioration continue. C'est ça. Aujourd'hui, le séminaire va surtout parler de la sélection, les dimensions, la recharge de batteries plomb-acide. J'aimerais mentionner que j'ai fait la traduction d'une présentation anglaise et à certains moments, il va peut-être avoir des petits anicroches, mais je pense qu'on va bien comprendre quand même. Tous les outils et bien plus sont disponibles à cette adresse web-là. Aussi, je pense que la présentation va être disponible. Vous pouvez envoyer un courriel à Steve ou encore, je suis sûr, à HES chez Sébastien ou quelqu'un. Donc, on va parler des types de batteries à recharge profonde, Deep Cycle, et leur sélection. Comment recharger des batteries et les réglages de leur système. Ensuite, on va faire des petits calculs de système hors réseau et des exemples. Hors réseau, ça veut dire off-grid. Donc, le type de batterie chez Surette. Nos batteries plomb acide liquide, ça veut dire flooded lead acid batteries. Pour ceux qui, c'est très rare que les gens utilisent plomb acide liquide. C'est des cellules liquides traditionnelles qui requièrent une ventilation dans la pièce où elles sont installées. On a des modèles de 2 volts, 4 volts, 6 volts, 8 et 12 volts. C'est celles qui coûtent le moins cher par kilowattheure. Et vous pouvez voir les cycles de 2420 à 4436 à 50% de décharge. Puis pour des cycles réguliers ou encore des applications de secours avec cycles périodiques, des backup systems. On a aussi la série 4000, 4500. C'est des modèles de 6 volts et 2 volts, une série très populaire parce que c'est un boîtier L16 qui est souvent utilisé dans plusieurs installations déjà existantes ou c'est un modèle qui est très reconnu par les ingénieurs qui font des designs pour des grosses installations. La série 4000, on parle de 2420 cycles à 50% de décharge et la série 4500 pour peut-être 3700 cycles. Notre série, quand même très populaire pour des systèmes un peu plus gros, qui n'est pas disponible chez beaucoup de manufacturiers, où on a des compétiteurs qui ont essayé de développer des séries comme ça, puis ça n'a pas très bien marché chez eux. On a des moteurs de 2, 4, 6, 8 et 12 volts. C'est un boîtier double, dual container. Donc, c'est une cellule, chaque cellule à l'intérieur est toute scellée. Et ensuite, elles sont connectées ensemble avec des connecteurs au plomb. Et ensuite, tout est placé dans un second boîtier pour une protection au cas où il arrive quelque chose à la cellule ou encore pour les protéger du froid ou du chaud. Les constructions de plaques sont beaucoup plus épaisses, même si nos séries 4000 et 4500 ont des plaques souvent beaucoup plus épaisses que nos compétiteurs. Il y en a certains qui s'en viennent très près de nous, mais c'est très rare. On a aussi des modèles AGM de 2, 6 et 12 volts. Elles ne sont pas faites en Nouvelle-Écosse, mais elles sont faites par 2 très bons manufacturiers. Puis elles sont scellées. Il n'y a pas besoin de maintenance. Donc,
a besoin d'une maintenance annuelle pour vérifier les connexions, ces choses-là, vérifier les settings du système, mais elle n'a pas besoin d'avoir d'eau ajoutée. Il y a des systèmes d'étalage disponibles, du racking, du manufacturier, puis il y a 2 options L16. On offre aussi des modèles au gel OPZV. Encore une fois, elles ne sont pas manufacturées en Nouvelle-Écosse, mais elles sont manufacturées par un très bon manufacturier pour nous. Scellées sans maintenance. Il y a encore des systèmes d'étalage, puis il y a 3300 cycles à 50% de décharge. OK, donc on a vu nos modèles. Maintenant, on va aller voir comment on recharge les batteries, puis le réglage de leur système. Bon, on voit un tableau quand même assez rempli. Donc là, on parle des batteries liquides et on parle de cycles réguliers. Donc, énergie renouvelable, des choses comme ça. Pas des installations de secours. Donc, on voit le voltage à gauche et vous pouvez voir le voltage d'absorption, le voltage de maintien et le voltage d'égalisation pour chacune. Puis ça, on parle aussi de voltage. Ici, ce qui est bien, c'est qu'on vous offre dans la table les voltages qui sont requis dépendant du voltage du système comme tel. Mais moi, dans le fond, quand on fait du support technique, on aime parler de volts par cellule, donc au 2 volts, 2.63, 2.55, 2.53, ces choses-là. C'est beaucoup plus facile à comprendre. Puis aussi, vous pouvez voir qu'il y a une grosse influence avec la température, et on va en parler plus tard. Donc ça, c'est un tableau qui est très important quand vous faites un design, mais aussi quand vous allez faire l'installation. Je vais aussi parler d'état de charge partiel, partial state of charge, qui va venir plus tard. Donc, ça, c'est quand les systèmes ne sont pas rechargés au complet. Et puis, ça peut beaucoup affecter la vie de vos batteries ou de l'installation au complet. Donc, on va en parler plus tard. Vous allez voir. Donc, là, on parle des batteries liquides encore, mais les cycles sont infréquents. Donc, les voltages changent un peu parce qu'ils n'ont pas besoin d'être rechargés aussi souvent. Donc, ça, c'est pour assurer une plus grande longévité pour vos batteries. Donc, on parle de systèmes de secours, backup systems. Encore une fois, ça ne me sert à rien de tout passer à travers des chiffres avec vous. Ce sont surtout des tableaux pour vous aider à faire un design ou une installation. Puis, c'est techniquement rechargé avec le réseau. Ensuite, les batteries AGM. Le tableau est beaucoup plus simple parce qu'on ne parle pas d'égalisation, ces choses-là. Mais vous pouvez voir qu'elles sont quand même très affectées par la température. Et finalement, les batteries au gel. Des chiffres très semblables aux batteries AGM. Donc, oui, j'ai mentionné température. Comment on compense pour la température? À quoi ça sert une sonde de température? La sonde est utilisée pour ajuster le voltage, tout dépendant de la température réelle des batteries. Il faut vraiment l'installer correctement. On a des personnes qui l'installent même sur le mur dans la pièce où les batteries sont installées. Ça ne fonctionnerait pas très bien. Donc ici, on voit un exemple. Qu'est-ce qu'il y a de pas bien avec cette installation-là? La sonde que vous pouvez voir en bleu est installée sur le dessus de la batterie. Elle devrait être installée sur le côté de la batterie, vraiment le plus bas possible pour pouvoir s'assurer que le liquide à l'intérieur de la batterie sera toujours en contact avec le boîtier extérieur où la sonde va être installée. Puis aussi, il faudrait essayer de le mettre entre les batteries, donc essayer de le placer entre 2 banques de batteries ou 2 séries de batteries pour qu'elle ait une plus grosse chance d'avoir la température réelle à laquelle les batteries sont exposées. Pour notre série 5000, il faut l'installer. Donc, on peut voir ici ce que je décrivais à gauche. Pour la série 5000, à droite, il faut enlever le couvercle. Ensuite, placer la sonde à l'intérieur sur le côté d'une cellule qui sont scellées à l'intérieur, comme je vous avais dit. Ensuite, on replace le couvercle en faisant attention de ne pas endommager le petit câble pour la sonde. Et il faut replacer du silicone autour
des terminaux. C'est du silicone normal, noir, de type 1. Ils appellent ça du automotive silicone. Bon, maintenant, on parle de la charge en 3 phases. On voit ici un graphique. C'est quand même, c'est pas très compliqué. Ça explique la ligne bleue, ça indique le voltage et la ligne noire, ça indique le courant. Donc, on part de courant constant, ensuite de voltage constant. Donc, quand on commence à charger une batterie, puis ça, les voltages qui sont indiqués sont un exemple, surtout pour les batteries au liquide. Donc, vous pouvez voir à gauche sur le graphique, c'est le courant minimum de charge. On a utilisé 10 du C20. On va en discuter plus tard de ces choses-là. À droite, vous pouvez voir le voltage par cellule. Puis ceci, c'est en considérant une température de 25 degrés. Donc, on a un courant constant jusqu'à ce qu'on atteigne le voltage qu'on veut. Ensuite, le courant se met à diminuer quand on maintient le voltage. Et ensuite, quand on atteint le temps d'absorption prescrit, on va en discuter plus tard comment on détermine ce temps d'absorption-là, on maintient le voltage et le courant jusqu'à ce que les batteries sont chargées au complet. Et ça aussi, on va déterminer ça plus tard. C'est un graphique quand même assez bien, puis c'est un graphique qu'il faut quand même passer un peu de temps à regarder pour bien le comprendre. Donc, les courants de recharge recommandés. Ça, c'est très important en déterminant la grosseur du chargeur et ces choses-là, puis aussi la grosseur des batteries. Aux batteries liquides, on veut 10 du taux de décharge de 20 heures. Donc, si vous regardez les spécifications pour chaque batterie, ça va être indiqué. Le taux de décharge de 20 heures, 5 minimum, 20 maximum. Parce que si vous avez un courant trop élevé, votre système va être trop gros. Donc, vous allez payer plus cher pour des éléments qui ne sont pas nécessaires. Les batteries AGM, 20 du taux de décharge de 20 heures, 10 minimum, 30 maximum. Donc, pour celles-là, vous pourriez avoir un système un peu plus gros pour les supporter. Et au gel, c'est la même chose que AGM. J'avais mentionné plus tôt, calcul de temps d'absorption liquide. Donc, chez Surette, on a utilisé la même formule, ça fait très longtemps. T égale 0,42 fois le courant, fois le taux C, la capacité au taux de 20 heures, divisé par le courant de charge. Donc, c'est ça, on peut voir T est le temps de charge d'absorption. C, c'est la capacité au taux de 20 heures, 20 hour rate, pour le système au complet. Donc, si vous avez des systèmes en parallèle, il faut considérer ça. I, c'est le courant de charge en ampères, minimum 5 comme on en a parlé très récemment. Recommandé 10 du C20. 0,42, c'est le facteur de perte lors de la phase d'absorption. On va en parler plus tard un peu. Un exemple. Vous avez deux banques de 6 volts de type 6CS25P. Le taux de 20 heures est 820 ampères-heure. Pour les deux banques, donc 1640 ampères-heure. 10 de ce 1640 ampères-heure est 164 ampères. Donc, on prend la même formule qu'en haut et on obtient 4,2 heures de temps d'absorption. Si le courant maximum du chargeur est de 120 ampères, on utilise 120 ampères. Si on ne peut pas se rendre à 164, on ne peut pas utiliser 164. Donc, en utilisant le courant maximum du chargeur, on obtient un temps d'absorption de 5,75 heures au lieu de 4,2. Donc, il ne faut pas oublier ces choses-là. Puis c'est ça aussi qui pourra vous aider à déterminer où faire le design du système. Pour les batteries AGM, la formule est un peu différente parce qu'il y a un peu moins de pertes lors de la phase d'absorption. Les batteries AGM et les batteries au gel ont une tendance à accepter un peu mieux le courant que les batteries liquides. On a un calcul en bas, un calcul très semblable. On utilise deux banques de 6 volts de type S6 460 AGM, modèle très populaire. Donc, le taux de 20 heures, 415 fois 2, 830 ampères-heure. À 10 on parle de 83 ampères. Puis, n'oubliez pas, on peut se rendre même jusqu'à 20 ou 30 si on veut. Le temps est donc de 3,8 heures pour l'absorption, par
contre, si votre chargeur utilise 60 ampères, qui est très courant, on revient avec 5,10 pour le temps d'absorption. Maintenant, on peut parler rapidement du réglage du moniteur pour les batteries. Parce que vous allez avoir un système, puis il va falloir entrer certaines données pour le moniteur des batteries. Donc, quand vous allez parler de courant final, là, je vais voir des termes en anglais, parce que probablement que c'est ce que vous allez voir. Donc, ça, c'est le final current ou finishing current. On peut aussi l'appeler le courant de retour, return current ou courant de queue. C'est typiquement 2% du C20 de la banque de batterie au complet. N'oubliez pas ça. Ça peut être aussi élevé que 3 à 4%. Mais un réglage aussi élevé, ça pourrait contribuer au sulfatage des plaques puis nécessiter des égalisations fréquentes. Comme je mentionne sulfatage, je vais décrire vite fait ce que c'est. Donc, si les plaques sont soit trop chargées vite, avec un trop gros courant, trop chaudes, ou encore si on a trop souvent des états de charge incomplète pour chaque cycle, il y a du sulfate qui va s'accumuler sur le dessus des plaques. C'est généralement blanc, une surface blanche, qui est différente d'une plaque qui n'a pas reçu une recharge complète lors de la fabrication. Ça, c'est un différent sujet. Puis cette surface-là, elle empêche la décharge des batteries efficacement. Donc, il faut faire des égalisations qui ont un plus gros voltage pour essayer d'enlever ce sulfate-là sur les plaques. Et c'est quelque chose, quand on a besoin de le faire, il faut souvent, pour un système hors réseau, il faut faire fonctionner une génératrice. C'est quelque chose que les clients ne veulent vraiment pas faire. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire un bon design de système et on va en parler plus tard. La capacité des batteries, ça devrait être réglé autour de 20 heures, la même chose qu'on discute depuis le début, ou moins du taux de décharge. Le facteur de charge ou d'efficacité des batteries, c'est très important, c'est ce qui détermine souvent le contrôleur ou le moniteur peut décider tout le reste de vos réglages à partir de ça, de tout ce qu'on vient de parler présentement. Pour les batteries liquides, 80 à 85 et pour les AGM-EGL, 85 à 90 Notez bien, ça c'est très important, non? Puis c'est aussi, ça peut être aussi un argument de vente, pourquoi c'est important d'avoir un contrat de maintenance de maintenance continue chez vos clients, qu'après 3 ans, il faut réduire le facteur de charge de 1%. Donc, après avoir dit toutes ces choses-là, on va essayer de faire des calculs et des petits exemples de banques de batteries. On va commencer avec les systèmes hors réseau, off-grid. Donc, une petite comparaison des dimensions de systèmes typiques. Hors réseau, c'est dimensionné pour supporter la demande complète en énergie, des cycles très fréquents, journaliers, d'habitude, quand les gens sont là. Le design est typiquement pour 20 à 50 de décharge de la capacité totale de la batterie. Les jours d'autonomie requis dictent généralement le design. Fait que ce que vous pouvez voir, c'est d'essayer d'avoir un système photovoltaïque, PV ou encore éolienne ou encore une turbine dans un ruisseau ou une rivière. C'est vraiment ça qui va déterminer le système. Par contre, un système connecté au réseau, un système de secours, un backup system, c'est seulement désigné, le design est seulement pour supporter ce qui est essentiel comme demande énergétique. Puis les cycles sont très infréquents, généralement. Donc, le design, typiquement, est pour 50 à même 80 de décharge. Puis, encore une fois, les jours d'autonomie requis dictent généralement le design. Fait que ça dépend de ce que le client veut. Je voulais parler du choix d'un installateur. Je ne sais pas à quel point vous êtes
jusqu'à où vous allez dans l'offre de vos services. Je ne sais pas si vous choisissez les installateurs pour vos clients, mais si vous le faites, premièrement, c'est bien de savoir si l'installateur est NAB7, certifié NAB7. C'est un training que Steve, chez nous, donne aux gens, en anglais seulement, malheureusement. Donc, il faut comprendre que la taille d'un système est unique à chaque installation. Les systèmes préfaits, c'est généralement de taille inadéquate. Des fois, c'est un peu simple pour si les gens disent, moi, j'ai une roulotte dans la forêt, ça, c'est quand même des systèmes qui sont très similaires souvent. Donc, je peux dire, OK, c'est ces panneaux-là que tu as besoin, c'est ces batteries-là que tu as besoin, et c'est ce petit contrôleur ou onduleur-là que tu as besoin, et tout est bien. Mais à part de ça, c'est très rare que le système devrait être les mêmes. Donc, si votre installateur est de bonne réputation et certifié, ils vont faire les étapes suivantes pour déterminer la taille du système. Ils vont vous faire un audit énergétique complet, considérant l'usage et la dimension de tout. Donc, de la salle où vous voulez placer les batteries, de l'endroit, à l'extérieur, à l'intérieur, de votre budget, de votre consommation énergétique, etc. Donc, ils vont avoir une taille de banque de batterie appropriée pour la demande énergétique, la décharge recommandée et les jours d'autonomie. Et ils vont faire une sélection des composants du système adéquates pour une charge complète de la bande de batterie aussi souvent que possible. Donc, l'usage, est-ce que la personne travaille de la maison? Est-ce qu'elle est absente durant le jour? Est-ce qu'il y a des demandes énergétiques excessives anticipées? C'est quoi la taille de la famille? C'est toutes des questions qui doivent être posées. Aussi, le NAB7, c'est le North American Board or Certified Energy Practitioners. Lors de l'installation du système, c'est de cette façon-là que l'installateur va procéder. Il va installer les composants suivant un code national et programmer les paramètres de charge en suivant les recommandations du manufacturier. Donc, c'est ce qu'on a discuté depuis le début. De quelle façon Surette veut, c'est quoi nos voltages, c'est quoi les courants, ces choses-là. Ils vont revisiter le site pour faire des ajustements si nécessaire. Et ensuite, ils vont faire des ajustements saisonniers si nécessaire. Donc, c'est là où vous devrez offrir un service de maintenance continue, comme discuté auparavant. Il y a des erreurs très communes dans la taille des systèmes. Il y a des gens qui, comme je l'ai mentionné, la banque de batterie est trop grosse. Trop de lignes en parallèle. On veut un maximum de 3. Vraiment, faire tout possible pour en faire juste une, mais des fois, ce n'est pas possible. On n'offre pas de garantie pour des systèmes avec 4 lignes ou plus en parallèle sans obtenir des données extensive sur la densité de l'électrolyte et une revue de maintenance adéquate. Donc, il faut vraiment que la maintenance ait bien été faite. Puis il faut vraiment avoir beaucoup de données avant qu'on puisse accepter une garantie pour un système qui a plus de 3 lignes en parallèle. Ça existe, mais la plupart du temps, quand ça existe, ce sont des systèmes très gros pour des villages complets ou même des îles au complet. Et ces systèmes-là sont très bien maintenus. Il y a des installateurs un peu charlatans. Ils ne reviendront pas pour la maintenance, ils ne vont pas revenir pour vérifier vos connexions, ils ne pourront pas répondre à vos questions. Donc, c'est important de savoir si c'est un bon installateur ou non. Il y a des gens qui vont faire des mauvais designs ou une installation inadéquate des composantes. Donc, pas utiliser des bons câblages, pas utiliser les bonnes composantes. Ils n'ont pas vraiment de connaissance des produits qu'ils installent. Donc, ça, c'est souvent les gens que, quand vous les appelez, ils disent ah, moi, j'installe toujours les mêmes systèmes parce que ça marche toujours, ça marche partout. Ça, c'est vraiment un drapeau rouge, comme on dit en anglais, un red flag. Il faudrait appeler quelqu'un d'autre. Souvent, le système photovoltaïque, le PV, est trop petit ou encore l'autre énergie renouvelable utilisée. Donc, les batteries ne sont jamais rechargées au complet.
elles vont soit faire trop de sulfatage, requérir beaucoup trop de temps d'égalisation, beaucoup trop de génératrices de l'essence. La plupart des temps, les gens qui sont hors réseau, c'est des gens qui n'aiment pas trop utiliser l'essence. Puis aussi, l'installateur pourrait ne pas comprendre les avantages et les inconvénients des différentes technologies de batterie disponibles. Donc, les batteries liquides, AGM, gel et aussi au lithium, ont toutes des avantages et des inconvénients. Donc, il faut vraiment bien les comprendre. Les batteries liquides, oui, il faut les mener pour ajouter de l'eau, puis il faut qu'ils soient ventilés. Par contre, s'il y a quelque chose qui arrive, qui sont très sulfatées ou qu'elles ont venu vraiment chaudes ou vraiment froides, on arrive généralement à les sauver. Tandis que les batteries AGM gel, c'est un problème, surtout si elles sont trop sulfatées ou si elles deviennent trop chaudes. Donc, la valve, il y a une valve pour faire sûr qu'il n'y a pas trop de pression qui s'accumule à l'intérieur pour ne pas faire exploser les batteries. Si la valve fait sortir de l'hydrogène ou en tout cas des vapeurs, elles ne vont pas retourner à l'intérieur. Donc, le système va devenir moins efficace. Maintenant, on peut parler de la taille des systèmes hors réseau, off-grid. Là, on parle du taux de décharge C. Comme depuis le début, généralement, on utilise le C20 de décharge. On pouvait voir à côté. Puis je m'excuse, je n'ai pas pu traduire le tableau. C'était seulement une image. Mais là, vous pouvez voir ici, je ne sais pas combien de manufacturiers offrent des spécifications bilingues de toute façon. Mais c'est généralement des chiffres, donc quand même assez facile à comprendre. Typiquement, le C4, C5 ou C6 de recharge est utilisé. Et aussi, pourquoi des fois le C10 est utilisé? Vous allez voir ça. Le C10, c'est vraiment pour des applications avec des cycles rapides. C'est où on a observé que ça fonctionne très bien. Puis là, on parle de voiturettes de golf, de chariots élévateurs qui sont utilisés dans des magasins qui sont ouverts très longtemps, des choses comme ça. Mais encore dans la taille des systèmes hors réseau, les systèmes de batterie doivent être balancés. Notez bien, c'est très sécuritaire d'avoir un système un peu trop petit au lieu d'un système trop gros. Un système trop petit augmente la décharge de la batterie et ça diminue la durée de vie. Par contre, un système trop gros augmente la sulfatation, comme je l'ai dit depuis un bon moment. Ça diminue la capacité et ça cause des défaillances de cellules. Ça nous arrive très souvent de faire du support technique justement pour ça. Le système hors réseau, c'est un choix de vie sans connexion au réseau électrique. Souvent, ce client-là a le choix entre payer le fournisseur d'électricité pour installer des poteaux et des fils électriques jusqu'à sa demeure, ou encore installer un système qui pourra lui fournir assez d'électricité pour toute la maison à partir de multiples sources d'énergie renouvelables. Par contre, un système de secours est généralement connecté au système électrique, au réseau électrique. Il faut choisir, par contre, la taille appropriée pour ce système-là. La banque de batterie doit être de taille suffisante pour supporter uniquement les besoins essentiels de secours, ceux qui ont été choisis pour la durée de la panne. C'est important de limiter la taille des besoins essentiels. Une banque de batterie ou un système trop gros vont requérir plus d'électricité pour maintenir le système lorsqu'il sera en recharge, quand il sera connecté au réseau, quand il n'y a pas d'électricité de nouveau. Donc, pourquoi payer pour un système trop gros qui va aussi nous coûter plus cher à maintenir? Donc, c'est un choix quand même assez important. Pour la plupart des systèmes de secours, si on assume des cycles infréquents, les installateurs vont souvent déterminer la taille du système en utilisant un taux de décharge de 80 %. Il y a beaucoup moins de cycles avec une décharge profonde, mais c'est un système qui va quand même durer très longtemps parce que les cycles sont très infréquents. Il faut considérer la fréquence et la durée des pannes, évidemment. Si elles sont fréquentes, vous devriez considérer un taux de décharge de plus près du 50 %. Donc ici, on a un graphique. Encore une fois, je n'ai pas pu traduire le graphique comme tel. C'était une image dans ma présentation qui nous montre le nombre de cycles comparé au taux de décharge. Vous pouvez voir la ligne
verticale un peu plus foncée, c'est le taux de décharge à 50 %. Donc, vous pouvez voir que ça a une très grosse influence dans la durée de vie du système, tout dépendant de comment souvent vous déchargez le système. Un petit tableau quand même assez important. Puis il y a des choses qui peuvent changer un peu, mais on peut calculer la demande des fois quand même assez facilement. Ça, c'est des choses que on a eu beaucoup d'expérience en plaçant ces chiffres-là. Donc, on peut voir la catégorie de demande à gauche, donc éclairage, réfrigération, chauffage, etc. Et une consommation journalière approximative. Donc, c'est important de ne pas avoir un système trop gros. La consommation journalière de 15,75 kWh par jour. Comme je l'ai expliqué, un système trop gros pourrait créer une demande accrue de génératrice en essence. Puis, tous les manufacturiers de batteries déterminent la durée de vie de leurs produits en fonction du taux de décharge profonde effectué et la fréquence des cycles, comme vous l'avez vu sur le graphique précédent. Le plus vous déchargez des batteries, le moins de cycles elles pourront effectuer au cours de leur vie. Par exemple, la batterie X550 à 428 ampères, si la banque est constamment déchargée à 50 210 ampères, et complètement rechargée à chaque cycle, vous obtiendrez 1280 cycles. Vous devez choisir les taux de décharge et décharge appropriés pour le modèle de batterie choisi. C'est pour ça que les manufacturiers publient des taux de charge et charge multiples pour chacun de leurs modèles, comme on l'a vu sur le tableau précédent. On avait 1 heure, 2 heures, 5 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures, 20 heures. Habituellement, de 1 heure jusqu'à 100 heures. Si le taux de décharge C20 pour une batterie est de 20 ampères, vous devriez pouvoir appliquer un courant de 20 ampères pendant 20 heures avant que le voltage ne descende sous 1,75 volts par cellule. Ça indique 100 % de décharge. Dans certains systèmes, les clients, après l'installation, vont souvent augmenter leur consommation et créer des problèmes de recharge ou encore diminuer la durée de vie, évidemment. Vous devez aussi choisir un taux de charge capable de recharger les batteries assez rapidement, surtout si c'est un système photovoltaïque. Il est généralement égal à 10 à 15 % du C20 de la banque de batterie. N'oubliez pas si vous avez un système en parallèle. Ou encore le C4 au C8, tout dépendant. Avec un taux de charge plus bas, vous avez des problèmes de temps de génératrice à essence élevé et les clients n'aiment pas que le générateur fonctionne. Ils le ferment avant que les batteries ne soient bien rechargées et ça crée beaucoup de sulfatation. Ça diminue la durée de vie des batteries. Bon, maintenant, on va voir comment on considère la taille du système. Qu'est-ce qu'on considère pour la taille du système? Donc, vous avez la consommation. Et ici, c'est notre scénario A. Donc, on peut voir un profil de consommation quand même assez typique. Ça montre les heures de demande élevées. Donc, on parle ici d'une maison typique avec des heures de travail de 9 à 5, puis une maison vide durant le jour. Si on regarde le profil du soleil, donc il y a de l'énergie générée par le système PV, puis c'est un profil quand même assez typique d'été. Si on met les deux profils ensemble, vous allez voir que la génération d'électricité va probablement supporter la consommation. Maintenant, on regarde le scénario B. On regarde quelqu'un qui reste à la maison toute la journée. C'est une consommation élevée quand même assez constante. Maintenant, surtout avec les systèmes électroniques, les télévisions, l'Internet, qui sont là toujours utilisés si vous avez une famille, évidemment. Et on a une réduction de la recharge nette des batteries. Comme vous allez voir, le profil du soleil ne peut vraiment pas supporter la consommation. Si c'est seulement 1 ou 2 journées par fin de semaine et qu'il n'y a personne le reste de la semaine, ça se peut que ce ne soit pas un problème. Maintenant, on a vu que la température avait une grosse influence sur la capacité des batteries et aussi les réglages.
Donc, ici, on va en parler plus. Ils sont très sensibles à la température. Toutes les batteries sont très sensibles à la température, tous les types. Température optimale est de 25 degrés Celsius. C'est là où la plupart des manufacturiers commencent à faire. C'est là où c'est la température où tous les manufacturiers indiquent leurs spécifications aux ampères-heure, dont on a parlé depuis le début. Brièvement, une opération à 35 degrés Celsius, seulement 10 degrés Celsius de plus, ça peut réduire la durée de vie de 50 donc, une batterie dans un endroit non climatisé ou un endroit qui est souvent on choisit des endroits à l'ombre, dans les sous-sols. 6 mois par année, dans les climats très chauds, il y a une perte de 25 de la durée de vie totale de la batterie parce que c'est seulement du temps chaud 6 mois par année. Brièvement, je voulais mentionner, oui, les températures chaudes augmentent la capacité des batteries, mais ils réduisent la durée de vie. On va en parler un peu plus. Donc, vous pouvez voir ici, encore une fois, le graphique est en anglais parce que c'était une photo, mais vous pouvez voir le pourcentage de capacité qui est disponible en comparaison avec la température ambiante. Désolé, je ne sais pas pourquoi les pages avancent. Donc, vous pouvez voir que dans les climats chauds, on peut avoir on a des clients qui utilisent des batteries à 120 qui ne durent pas très longtemps, mais c'est quand même très content avec ça. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Une température froide va aussi influencer la capacité du système. Vous allez voir une émission en hiver, mais vous allez avoir un gain en été. Donc, ça se balance assez bien. Les températures extrêmement élevées vont réduire les cycles possibles, comme je l'ai mentionné auparavant. Malheureusement, la durée de vie est donc affectée. Puis, comme je l'ai mentionné brièvement, habituellement, la perte est de 50 pour chaque 10 degrés au-dessus de 25 degrés Celsius. On va voir ici, dans le tableau, le multiplicateur pour les climats froids. C'est quand même un tableau très important pour vous quand vous faites un design ou une installation. Par exemple, une banque de batterie à 1000 ampères utilisée à moins 9 degrés Celsius vous donne un taux de 1630 ampères. Ici, un tableau quand même très important pour comprendre les pertes du système. On a parlé du calcul auparavant, de comment on déterminait les courants nécessaires, ces choses-là pour charger nos batteries. Puis on disait les pertes, mais maintenant on en parle un peu plus. Vous pouvez voir les pertes typiques du côté gauche. Donc, ce qui est indiqué sur le module PV, des contrôleurs de charge, s'il y a des modules qui sont différents, les diodes et les connexions, le câblage, AC, DC, la saleté, toutes ces choses-là sont là. Puis on peut parler d'une diminution à peu près de 30 dans les climats chauds, puis de 15 à 20 dans les climats tempérés. Les modèles AGM et GEL performent un peu mieux, comme on l'a mentionné, ils sont un peu, à cause qu'ils ont un peu plus d'efficacité de batterie. Donc, après avoir mentionné tout ça, comment on détermine la taille d'un système en watts-heure? Donc, 15,75 kWh, comme on a mentionné dans le tableau auparavant pour une consommation générale quotidienne. Et on va utiliser un système de 48 volts, très populaire. Donc, 15 750 plus 15 avec les pertes assumées. Et ensuite, on va diviser par 0,5 parce qu'on veut seulement décharger les batteries à 50 Donc, on part de 36 224 Wh. Donc, un jour d'autonomie, c'est ce qu'on a besoin d'emmagasiner comme énergie. On divise ça par 48 volts. Donc, ça nous donne la capacité des batteries, 755 ampères. On va faire un différent calcul en utilisant les ampères. Mais consommation, 328 ampères divisé par 2, 656 ampères. On ajoute les pertes, 754,4 ampères. Un jour d'autonomie, on obtient 755 ampères de capacité de batterie. Si on va voir, c'est presque exactement le même chiffre. Donc, c'est deux façons d'effectuer le calcul. C'est aussi une façon de vérifier si vous avez bien couvert toutes vos choses.
Bon, maintenant, on va aller faire les calculs pour un système hors réseau. Un petit exemple. Le client dit, je veux 1 jour d'autonomie. Puis c'est très normal dans le système hors réseau, évidemment. Ce n'est pas un système d'urgence ou de secours. Ce système aurait besoin de 754 ampères d'emmagasinage en utilisant les calculs qu'on vient juste de faire, en utilisant 15 pour les pertes, puis en assumant 50 de charge, tel que recommandé par le manufacturier. Vous pouvez me demander, ce serait quoi pour 2 jours? Mais ça va vraiment dépendre de la taille du système de panneaux solaires. Doubler l'autonomie à 2 jours, ça ne veut pas nécessairement dire doubler la taille de la banque de batterie, parce que ça va surtout dépendre de la taille du système de panneaux solaires. Généralement, on recommande d'additionner 50 de panneaux solaires pour chaque jour additionnel d'autonomie. Ça, c'est une note que vous pouvez vraiment ajouter. Ce n'est pas écrit sur la présentation, mais ajouter 50 de panneaux solaires pour chaque jour additionnel d'autonomie dans un système hors réseau. La plupart du temps, ça fonctionne très bien. Donc, ce n'est pas nécessaire de doubler le système photovoltaïque. Donc, on va aller avec la taille du système. On va faire l'exemple A pour un système en réseau. 2 banques en parallèle de batterie. Fait que là, on a vraiment un exemple réel avec un modèle vendu chez Rolls Battery. 6 volts S6 L16 HC. C'est les nouveaux modèles depuis 1 an ou 2. 2 fois 445 ampères-heure, 890 ampères-heure, donc 42 720 Wh. Avec un système photovoltaïque de 2 kW, un ondulateur de 4 kW avec un chargeur de 60 ampères, le temps d'absorption sera 890 divisé par 40 fois 0,42, donc 9,35 heures. L'ondulateur chargeur, 890 divisé par 60 fois 0,42, 6,23 heures. Ça, c'est avec un système de 2 kW. Par contre, si on installe un système photovoltaïque de 5 kW, on va passer à 3,78 heures avec le système photovoltaïque en comparaison avec 9,35 heures, qui est beaucoup plus raisonnable, surtout au Canada. Donc, c'est quoi la taille du système idéal pour l'exemple qu'on vient de faire? C'est 2 banques en parallèle avec 890 ampères comme capacité. Le système idéal, le minimum avec les pertes serait 4,5 kW. Le maximum serait 9 à 10 kW. Puis idéalement, on irait de 5 à 6 kW. Le système PV. Et c'est tout. Je sais que j'ai quand même parlé vite et je suis allé quand même très vite en travers de toutes les pages. Par contre, ça me donne un bon 15 minutes pour répondre à vos questions. Donc, Pascal, on a une question ici. Oui. Pourquoi devons-nous limiter le nombre de séries dans une banque de batterie? Ce qui arrive, c'est que, par exemple, si vous avez seulement 3 batteries de 48 volts, parce qu'on en vend, en parallèle ou 4 en parallèle, il y a beaucoup moins de batteries dans chacune des séries, c'est moins un problème parce qu'il y a beaucoup moins de câblage, puis c'est moins difficile d'obtenir un câblage exactement le même entre chacune des séries en parallèle. Par contre, si vous commencez à avoir un système de 48 volts avec des cellules de 2 volts, donc vous avez 24 batteries par série, donc 24, 24, 24. Puis là, si vous dépassez trop, vous avez un autre 24. Là, vous êtes rendu à 96 batteries connectées série parallèle. Vous pouvez juste imaginer s'il y a un câble qui n'est pas exactement le même que les autres, une connexion qui n'est pas vraiment aussi bonne que les autres sur le système, le courant ne va vraiment pas être distribué parfaitement égal entre chacune des banques de batterie en série. Puis vous allez avoir une banque qui va être trop chargée et les autres qui ont un petit peu plus de résistance qui va charger beaucoup moins. Donc, puis là, si quelqu'un vient juste faire la maintenance une fois par année, vous pourriez s'apercevoir que vous avez perdu un quart de vos batteries
très vite. Elles sont plus bonnes. Puis votre système ne va pas vraiment s'en apercevoir. La façon dont vous passez à côté de ces problèmes-là, c'est en ayant des systèmes qui vont vraiment contrôler le courant qui va y aller dans chacune des séries de batteries. Mais à ce moment-là, comme je l'ai mentionné, c'est vraiment des installations qui sont énormes pour supporter des villages complets ou des îles ou des usines complètes pendant la nuit. Ça arrive souvent en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, où ils ont des systèmes gros comme ça, en Europe sur des grosses îles, mais ils ont un système quand même beaucoup plus compliqué et qui se gère beaucoup mieux. Puis il y a quelqu'un qui va le vérifier à toutes les semaines. J'espère que ça répond à la question. Merci. Il y a plusieurs questions sur le même sujet, en fait. C'est sur la désulfatation des batteries. À quel moment Oui. serait-il adéquat de les désulfater ou est-ce qu'il y a une manière plus précise de le faire? Puis si on le fait trop souvent, qu'est-ce que ça peut apporter comme effet à la banque de batterie? OK. Fait que je vais parler du trop souvent en premier. Donc, si vous le faites trop souvent, la densité de l'acide à l'intérieur va juste rester trop haute. Donc, puis ce que ça fait, c'est que vous avez une grosse capacité, mais vous allez vraiment diminuer la durée de vie de la batterie. Puis aussi, si c'est des batteries au gel ou à l'AGM, on ne recommande vraiment pas les égalisations fréquentes, puis je pense qu'ils ne sont même pas dans le tableau, parce que ça crée une pression à l'intérieur, le gaz en sort, puis il ne peut pas revenir à l'intérieur, donc on perd la capacité là. Sur les systèmes liquides, ce n'est pas trop grave, mais il va falloir ajouter plus d'eau. Donc, il va falloir passer un peu plus de temps à faire ça. Puis, comment souvent il faudrait faire une égalisation? Regarde, au Canada, c'est un peu plus facile parce qu'on peut juste dire une fois par saison ou au début de la saison que vous allez beaucoup utiliser les batteries, puis ensuite peut-être une fois au milieu, puis une fois à la fin. Moi, je recommande toujours aux gens ensuite de maintenir leur batterie une fois tous les 3 mois pendant l'hiver, puis de les entreposer à un endroit où elles ne peuvent pas geler. Parce que juste mettre un petit chargeur avec 1 ou 2 ou 3 ampères sur les batteries, ce ne sera pas suffisant pour garder la température, pas qu'elle gèle, parce qu'ils ont quand même un taux de décharge par mois ou par 3 mois où elles pourraient geler à moins 35 degrés Celsius ou des choses comme ça. Donc, combien de fois, c'est vraiment, si vous avez un système qui est bien designé, puis vous avez un système qui n'est pas trop, tes batteries qui ne sont pas trop grosses pour le système, l'égalisation ne devrait vraiment pas être requise fréquemment. Merci. Par rapport à l'entreposage des batteries, dans un système off-grid qui ne fonctionne pas l'hiver, quelle serait ta recommandation pour l'entreposage des batteries? Tu vois, ça, c'est quelque chose que je suis moins familier avec. Par contre, moi, ce que je fais pour les miennes, je ne les utilise pas pendant l'hiver, donc je les mets dans mon garage qui est attaché sur ma maison. Donc, ça ne gèle jamais à l'intérieur du garage. Puis, je recharge mes batteries à tous les 3 mois. C'est ce que je recommande à toutes les personnes qui utilisent les batteries pour la même raison pour moi, je les utilise. Mais si c'est un système qui est beaucoup plus gros, puis que les gens ne vont pas tourner pour 6 mois, 8 mois, c'est seulement avec un système photovoltaïque, je ne suis pas très sûr de c'est quoi qui est recommandé, là. Ce serait plus quelque chose à demander à vos très bons installateurs, puis même demander à des clients qui ont eu des bons résultats. Parfait. Dernière question ici. Si on veut devenir installateur certifié d'APCEP chez vous, Mhm. qui devons-nous contacter ou à quelle adresse courriel ou téléphone pouvons-nous le faire? Steve Higgins. Donc, Steve à commercialsurette.com. Steve parle seulement en anglais. Par contre, vous pouvez lui demander s'il sait qui approcher au Québec pour avoir la certification. J'assume qu'il pourrait quand même demander à des collègues ou peut-être qu'il connaît déjà quelqu'un, je ne suis pas sûr. Mais c'est vraiment à Steve que vous devez demander. Puis vous pouvez lui demander en français, puis il va pouvoir traduire le courriel. Puis s'il n'est pas capable de le traduire, il va me demander à moi. Mais maintenant, avec les technologies, c'est quand même assez facile. Parfait. Donc, c'est ce qui m'attend aux questions.
Merci Pascal pour avoir pris le temps avec nous ce matin. Je trouve que ta présentation était très informative et concise. On est très content d'avoir accès à des produits de qualité comme les vôtres. Oui, Merci à vous tous pour votre... Oui, excuse-moi. oui, ben, ça me fait très plaisir. Comme je vous dis, c'est quelque chose que je faisais à tous les jours auparavant. Il y a certaines choses que je ne me rappelle plus trop, mais en même temps, oui, le produit, c'est quelque chose on est vraiment fiers de notre produit. On y passe beaucoup de temps. Comme je dis souvent à des gens, moi, je demeure à 1 heure de l'usine, ils n'ont aucune idée qu'il y a un manufacturier de batteries dans l'Est du Canada. Et je leur dis oui, on commande le plomb, on commande les boîtiers de plastique et on fait tout le reste à l'usine. Euh, je sais qu'avec COVID, ça peut être un peu difficile, mais les gens sont toujours les bienvenus chez nous pour une visite. Surtout l'été, des gens qui viennent prendre des vacances en Atlantique, du Canada et des États-Unis, eux-mêmes de l'Europe, puis ils viennent nous visiter parce qu'ils nous connaissent, c'est un de nos clients, ou encore c'est un de nos distributeurs comme vous. Ça, c'est toujours quelque chose qu'on peut faire. Puis c'est quand même assez impressionnant. Comme je vous dis, on fait tout. Il y a beaucoup de pots de plomb liquide et du feu sur des équipements qui en ont besoin, des robots, des chargeurs extrêmement énormes. C'est impressionnant. Donc, c'est toujours quelque chose de vraiment bien à faire. Puis, c'est un bon endroit pour demander les bonnes questions, même à nos opérateurs. Si vous avez eu des problèmes quand même assez fréquents avec des systèmes et des choses comme ça va être des gens qui vont être vraiment bons pour vous répondre à vos questions. Merci Pascal. Pas de problème. Donc, Bonne fin de journée à tous, puis profitez du bon week-end. Je sais qu'il va faire vraiment chaud. oui, absolument. Merci à vous tous pour votre participation à ce webinaire. J'espère que vous avez apprécié et appris des nouvelles choses sur les batteries surettes. Si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas à me contacter par courriel au sgirard@hespv.ca ou bien avec Steve chez Surette, comme Pascal l'a mentionné tantôt. Il me fera plaisir de vous aider et de répondre à toutes vos questions. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. Thank you for watching today's video. Hopefully you enjoyed it. If you did like our video, definitely hit the like button below. Subscribe to our channel for future updates. And we'll keep posting. You keep watching. Have a great day.